Bonjour à tous et bienvenue dans Ça on voit, l'émission où on va vraiment voir les voix. Et aujourd'hui, on est avec une nouvelle dans la profession, mais qui va faire parler d'elle. Ça fait un petit moment que je lui cours après pour qu'elle vienne témoigner. On est avec Nadège Saint-Aimé, un parcours dans l'aide à l'autre, on va dire, dans le social, elle va nous en parler, et puis finalement une vision de l'audio et une vision du métier de voix off où elle continue à aider l'autre, elle va nous expliquer tout ça, c'est ça qui m'intéresse, ça vous intéressera aussi, et c'est pour ça qu'elle est avec nous aujourd'hui. Bonjour Nadège, Bonjour. ça te va comme petit lancement? Ah bah ouais, c'est super flatteur, merci beaucoup. Ah ah, super, super. C'est pas vraiment pour être flatteur, c'est plutôt pour continuer cette démarche parce que vous avez été quelques-uns dans cette année où aura duré l'émission Ça Envoie à être timide à oser venir en interview parce que vous étiez nouveau dans la profession. Et j'ai toujours pensé qu'en réalité, la légitimité n'avait rien à voir avec ça, mais que surtout c'était très utile. Parce que nous sommes très nombreux, de temps en temps, à se demander si on est assez bon, à attendre un long moment avant d'oser, à se dire qu'on n'a pas le droit d'ouvrir la bouche pour parler parce que ça ne fait que 6 mois, que 1 an, que 2 ans. Et en fait, c'est faux. Parce que tout le monde a ces doutes-là, et donc avoir des témoignages de gens qui se lancent, ça fera du bien à tout le monde, parce que plein de gens aussi se lancent, rencontrent des problèmes qui sont normaux, des difficultés qu'ils vont surmonter, qui sont normales, et donc c'est intéressant de voir qu'est-ce qui t'a amené à franchir ce pas, et qu'est-ce que tu vas amener de nouveau dans la profession. Et pour ça, il va falloir que tu nous parles un petit peu de toi, puisque tu as commencé la voix off en 2023. Oui, fin 2023, Après tout un parcours professionnel, donc, en où tant tu étais qu'éducatrice, éducatrice éducatrice. spécialisée. Deux métiers qui en apparence n'ont rien à voir. Et en fait, on Oui. pourrait trouver des liens. Est-ce que Oui, toi, tu en fais? bah, le lien, c'est toute la notion de par rapport à la confiance, hein. C'est mettre l'autre en confiance, autant dans le social par rapport aux familles avec que j'accompagnais, et autant dans les messages que je véhicule par rapport aux auditeurs, hein. Alors, Donc c'est intéressant. de les mettre en confiance et à l'écoute de l'accompagnement que je peux leur apporter. En tout cas, c'était dans le social. Et on va dire que dans la voix off, ça va être notamment pour de la pub ou pour même un documentaire, hein, à l'écoute finalement de ce que l'on va raconter. Donc, tu vois ton métier de voix off aujourd'hui comme quelqu'un qui doit faire qui doit permettre une mise en confiance entre le mandataire du produit audio et toi qui le fait, qui le vocalise. C'est une question de confiance, c'est ça? Euh, c'est plutôt entre la personne qui écoute, tu vois, le client. C'est le L'auditeur. client ouais, c'est l'auditeur. La confiance, c'est dans la voix qu'il entend, en fait. C'est ça qui fait le lien. S'il se sent en confiance ou si il y a quelque chose. En fait, il faut vraiment il y ait un petit. C'est pas forcément de la confiance, mais il faut qu'il y ait un petit quelque chose qui accroche et qui fait que bah, cette personne, il y a quelque chose, en tout cas, dans cette voix où je vais parler de la voix parce que le produit, bien sûr qu'il est là, mais le produit, il est surtout mis en avant et malheureusement aussi par la voix qui le met en avant. Donc pour l'auditeur, ouais, c'est ça, c'est l'auditeur. Pour l'auditeur, ce, ce petit lien, ouais, c'est vraiment, c'est un lien, mais qui est complètement différent en fonction des gens. Eh ben, c'est ça qui fait ça marche ou ça marche pas, quoi. Alors, je ne peux qu'abonder dans ton sens, et dit comme ça paraît un peu mystique. Parce qu'il y a un lien, mais finalement, selon quels critères, selon quels paramètres, qu'est-ce qui fait que ce lien va se rompre ou pas, est-ce qu'il va opérer? Et souvent, même entre professionnels, je pense que ça t'arrive, c'est comme ça m'est arrivé, comme ça arrive sûrement à ceux qui nous écouteront. T'es en cabine, t'es là pour un produit, tu tentes des choses, tu proposes des choses, et puis à un moment, on dit, ah oui, ça, là, ça c'est bien.
Et on n'arrive pas à l'expliquer. Ou alors on va prendre quelqu'un, on va prendre une voix en particulier, une voix off en particulier, qui est très proche d'autres gens qu'on a refusés, et on choisit l'un plutôt que l'autre en fonction de ce fameux petit truc en plus particulier, unique, mais qu'on arrive difficilement à définir. On arrive difficilement à mettre un mot dessus. C'est ce que j'ai cru comprendre, en tout cas, que les directeurs artistiques, enfin, ils choisissaient aussi, c'était pas que c'était, ils peuvent chercher en règle générale dans des termes très généraux, une voie particulière. Hein. Mais en fait, je pense que c'est compliqué de savoir exactement, je veux telle voix. Et c'est en fait en écoutant telle et telle personne. Et puis là, il y a, ah, ouais, c'est ça, en fait. Parce que cette voix-là, elle me parle, même elle peut donner des frissons, tu vois, et c'est propre à chacun. C'est, une voix qui peut vraiment interpeller une personne peut passer complètement comme bof, sans plus par rapport à une autre. Ouais, c'est vraiment une question de personne. C'est, enfin, c'est comme ça que moi je le vois et je le sens. Ce qui voudrait dire qu'en réalité, c'est la vie que tu as eue avant, la personnalité que tu as construite qui fait ta couleur de voix. Ça va être ça l'important. La couleur de voix, comme on dit en radio, qui fait que tu vas convenir ou pas pour cet univers, pour ce genre de gamme de produits. Je pense, Ouais, tu je le ressens pense, comme ça? je parce que c'est ce que je t'ai déjà dit en dehors d'aujourd'hui, mais ma voix, c'est moi. C'est pas, elle n'est pas indissociable de moi. Et si la voix que je propose, c'est aussi Nadège Saint-Aimé qui est derrière, hein, avec son histoire, avec son vécu, avec ses sentiments et avec ses douleurs. Enfin, c'est un tout. Ça reste une façon de rendre service à l'autre, finalement. Exactement. C'est toujours la même trajectoire déclinée dans un autre métier. C'est Mais important, ça. complètement différent, ouais. Mm. C'est important, je pense que ça aidera justement, tu vois, ça fera beaucoup de bien à beaucoup de gens en réalité, ton témoignage, parce que ce sentiment d'illégitimité, je l'ai retrouvé chez beaucoup d'invités. Pour moi, il était toujours faux, mais il était toujours naturel de le ressentir, et il venait en grande partie de ce qu'on vient de dire. Mm. C'est-à-dire que la personne se dit, ça m'a toujours fait rêver, mais comment oserais-je avoir l'outrecuidance de me lancer maintenant à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, alors que je ne suis pas ça depuis le début. J'ai fait autre chose avant. Et c'est faux de penser comme ça. Et les gens croient à tort qu'il faut qu'ils pensent qu'ils sont légitimes alors qu'en fait non, pour pouvoir se donner le courage d'y aller. Et c'est tout le contraire. Ils ont toujours été légitimes et ce sont des mauvaises raisons qui les amènent à penser qu'en fait ne seraient légitimes que ceux qui, dès l'âge de 5 ans, avaient la révélation, Mm. je veux faire le conservatoire, je veux être chanteur, etc. C'est pas vrai et c'est extrêmement rare comme cas de figure en plus. Donc, si vous avez été comme Nadège, et c'est le cas forcément, vous avez eu une vie avant, vous avez construit une carrière, vous avez compris qui vous êtes, votre personnalité, vous avez eu des résultats et des succès dans vos métiers, dans vos vies, c'est ça que vous allez amener en voix off. C'est qui vous êtes. Et ça, c'est très important ce que tu viens de dire. C'est vraiment un truc ou sur lequel je travaille avec des clients. Euh, c'est vraiment montrer qui on est à travers sa voix et non pas essayer de prendre 1000 voix qui seraient les voix d'autres gens pour donner toutes les émotions possibles comme si on était un caméléon et ainsi être employable. Et ça, c'est vraiment une fausse conception du métier, due à la peur. Et mine de rien, on le voit bien, enfin, je pense sur dans tous les milieux par rapport à la voix off, aujourd'hui, on cherche plus des stéréotypes de pub, stéréotypes de documentaires, même l'institutionnel, où logiquement, enfin moi quand j'ai commencé l'institutionnel, et j'en entends beaucoup qui disent, oh l'institutionnel, c'est hyper droit, il n'y a pas de sentiment, c'est hyper plat. Alors qu'aujourd'hui, on demande à ce que l'institutionnel devienne aussi vivant et que ça soit pas plaquer la pub ou le documentaire ou l'institutionnel dans un truc très très formaté, mais plutôt ben on s'exprime en fait, on exprime
ce qu'on lit, parce qu'on le lit, mais on l'exprime comme si on parlait. Et donc, quel que soit le support, hein, le but du jeu, c'est d'interpeller la personne en face de lui. Et si on l'interpelle, pour l'interpeller, encore faut-il, en tout cas pour se différencier, être soi-même, le plus naturel possible. Et, euh, en ayant aussi une palette de différentes voix. Je parle de pas propre à une personne, mais différentes personnes qui sont voix off, eh ben, c'est aussi une manière d'interpeller un maximum de public. Ça s'entend particulièrement chez toi. C'est une chose dont tu m'avais parlé quand on a préparé l'émission, dû à ton ancien métier, qui est très éprouvant nerveusement, même si c'est un très beau métier. Mhm. Tu m'as dit que tu avais beaucoup développé de capacités de résistance à la fatigue. Tu avais frôlé le surmenage plusieurs fois, heureusement, sans jamais y tomber, mais en étant un peu au bord de la falaise. Et ça, en fait, ça s'entend maintenant dans ta voix ce soin particulier que tu as à faire doucement, dans le bon sens du terme, à prendre soin. On entend, il y a des voix, il y a des énergies où on entend que l'autre a à cœur de prendre soin de la personne à qui il ou elle parle. Je sais pas si c'est en lien, je crois que ça a toujours été en moi, ça. D'où le fait d'aller vers ce premier métier, peut-être aussi? Exactement. Oui. C'est prendre soin de l'autre, hein. Hmm. Prendre soin des autres, en fait. Ouais. Donc, je pense que cette douceur, ça a toujours été en moi, en fait. Ce ton, ce ton plutôt calme, etc. Mais je suis pas si calme que ça. Non, bah non, il y a plusieurs choses dans la palette, forcément, mais c'est vrai que ça peut aussi être un piège, ça. Ces histoires de Oui. couleurs. C'est pour ça que c'est intéressant d'en parler parce que souvent on va aller vers le cliché, vers le stéréotype dans certains milieux. Je sais qu'en radio, il y a le problème très souvent, qu'on le veuille ou non, hein, c'est pas parce que les mecs sont pas bons, c'est parce que à partir du moment où on a une idée de couleur de voix, de couleur d'identité d'antenne, on est un peu enfermé dedans. Mm. On va se sentir obligé d'en faire un peu trop et ça va être difficile de sortir du sillon qui a été creusé. C'est normal aussi. Ça fait partie du jeu radiophonique. Mais ça doit être moins vrai en voix off. Et ça doit être plus du tout vrai en comédie. Sinon, on Mais se oui. limite à des rôles qui deviennent des clichés. Et comment est-ce que toi, tu gères cette jonglerie, on va dire? Comment est-ce que tu arrives à appréhender le fait de donner des choses très différentes, indépendamment de ton penchant naturel? Euh, En fait, je crois que la voix off, je me suis jamais vraiment intéressée à moi. Ça a toujours été les autres. Et depuis quelque temps, donc je travaille sur moi, etc. Entre-temps, je suis tombée sur la voix off. Ça a été un gros coup de cœur. Et je me rends compte, en fait, euh, ouais, j'apprends de moi. Et en fait, je me rends compte que cette voix, qui est la mienne, eh ben, en fait, je peux en faire aussi plein de choses. Elle est pas et souvent j'en discutais avec une collègue il y a pas très très longtemps et on est tellement habitué en fait, on parle d'une certaine façon et à toujours faire les choses pareilles. Mm. Sans jamais aller chercher un petit peu, ça donne quoi un peu plus haut, ça donne quoi un peu plus bas. Et ça a été aussi avec toi. Tu m'as fait faire quelques petits exercices en me disant, ah mais ouais, mais en fait, je peux faire ça. Et tu vois, les deux, trois jours qui ont suivi, mais je me suis amusée à faire des voix qui n'étaient pas du tout les miennes parce que je m'éclatais en fait de me rendre compte que, eh ben, l'outil qui est ma voix, mais il est immense. Et ça, c'est génial. Ah bah, je suis très content d'entendre ça parce que c'est vraiment un point de déblocage majeur chez tout le monde. Et puis en plus, la vie est plus sympa comme ça. Le boulot et la vie en général, c'est vraiment cette saleté d'autocensure dont on parle tout le temps. Tu sais, c'est comme si on disait, vu qu'on travaille dans une banque, euh, uniquement chemise blanche ou bleu clair. C'est la seule façon d'être élégant. Des chemises rouges, vous êtes fous. Des chemises vertes, vous n'y pensez pas, on va avoir l'air d'un clown. Et en fait, on passe à côté de 90% de ce qui existe comme couleur, comme tissu, comme coupe, comme finalement tout l'art sartorial part aux égouts.
et ne reste plus que le cliché du costume de banquier, bleu marine ou noir. Tu sais, ça devient un uniforme au sens étymologique. C'est uniformisé, donc ça n'est plus élégant, puisqu'on ne le voit plus comme un signe d'élégance. On ne se dit pas, tiens, belle cravate, belle chemise. Non, c'est une chemise blanche et une cravate foncée, comme ils sont tous, en fait. Et là, en fait, tout ce qu'on voulait mettre en place s'annule de lui-même et se retourne contre soi. Et j'ai toujours pensé qu'en voix, c'était exactement pareil. C'est tout ce qu'on n'ose pas qui fait qu'à la fin, bah, ouais, ok, t'as une belle voix. Ouais, t'as une voix douce. C'est le pire qu'on puisse dire à une voix off ou à un comédien. C'est de lui dire t'as une belle voix. Parce que ça veut dire qu'on n'entend pas son jeu et sa capacité à changer. On est content que la génétique et quelques exercices sur le long terme lui aient donné une belle voix. Ce qui en général veut dire, de manière tout à fait cliché, quelque chose de à élocution lente, avec des graves, parce que c'est reposant au niveau du cerveau, au niveau des hertz. Et alors là, si on va par là, il n'y a plus Roger Carrel, il n'y a plus Emmanuel Curtil, il n'y a plus Alain Dorval, il y a plus toutes les voix, quoi. Il y a juste les belles voix, et puis pour les femmes, il y a les voix, et pour les femmes, il y a les voix charmeuses et douces, et puis pour les hommes, il y a les voix graves et rassurantes. Puis c'est tout. Donc c'est un piège, cette histoire. Et, euh, et puis oui, oui, enfin, c'est une des choses qui m'a poussé, en tout cas, qui m'a fait m'intéresser à la voix off, c'est les retours comme quoi, oui, j'avais une belle voix, Mhm. mais il est sûr d'une chose, ça fait partie des choses qui font que je suis allée ouvrir la porte de la voix off pour découvrir. Ouais, Aujourd'hui et dès le début, hein, en tout cas les formateurs sur qui je suis tombée, et c'est très bien de le dire dès le début, c'est que ouais, c'est bien beau d'avoir une voix, une belle voix, mais ça ne suffit pas. absolument. Ça ne suffit absolument pas, quoi. On peut avoir la plus belle voix du monde et ne pas pouvoir faire un bon boulot de voix off, quoi. Merci de le préciser. Et si tu as entendu ça chez des confrères, ça veut dire que ce sont des bons, on en parlera après, et tu as été formé par des bons. Effectivement, c'est le plus grand piège. Parce que ça, c'est un truc personnel, et je voudrais ton avis là-dessus. En général, ce que les gens appellent une bonne voix, je sais pas trop ce que ça veut dire, en dehors des clichés dont on a parlé avant, mais on s'entend à peu près tous pour dire que quelqu'un a une mauvaise voix. Mais en le formulant comme ça, on semble critiquer la personne. Alors qu'en Mm. réalité, ça n'a rien à voir avec la personne en tant que son identité. Une mauvaise voix, c'est une voix qui est biologiquement déplacée. C'est Mm. quelqu'un qui est phoniquement malade, psychiquement ou physiquement, Mm. stressé, tendu, déshydraté. Là, j'ai une mauvaise voix, par exemple. Je suis toujours la même personne, mais là, on sent que je suis pas bien. Et j'ai une voix de merde, en fait. C'est pas beau à entendre. C'est dissonant, c'est disharmonieux. Sauf que ça pourrait être un personnage que j'ai construit exprès qui a cette voix-là parce que ce personnage est stressé, anxieux, ne va pas bien dans sa peau, etc. Donc tout ça est très complexe, mais je me méfie de ces bonnes voix, mauvaises voix. Ça traduit surtout un état de la personne et un niveau de travail et de formation. Complètement. Et T'es pas non, contrariante. non, 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 parce que je repensais, je pensais à autre chose en même temps, sur le côté, tu sais, que tu disais tout à l'heure, finalement, c'est quoi une belle voix? Mais tu vois, c'est un petit peu comme ce que je te disais tout à l'heure par rapport au lien entre une voix entendue et si ça te donne des frissons ou bien si ça t'interpelle ou autre, c'est aussi propre à chacun. Euh, Certains vont me dire que j'ai une belle voix et d'autres vont pas en faire attention parce que ça va pas sensibiliser la même chose. Moi, aujourd'hui, je pense que quand on me dit que j'ai une belle voix, c'est parce qu'il y a euh, ce côté qui est aussi un peu de ma personne, mais plutôt côté bienveillant, un peu chaleureux, qui va vers l'autre facilement, enfin voilà, et puis souriant. Mais pour d'autres personnes, ce côté-là, il peut ne pas intéresser ou ne pas. Donc voilà, le belle voix, il est vraiment propre à chacun et c'est pas une tare si quelqu'un dit bah non, moi je trouve pas qu'elle a une belle voix. Enfin, il est pas dans le tas, il est pas dans le faux. Non, tu vois, et c'est même, si on veut mettre des mots dessus, c'est marrant parce que toi et moi, on est quasiment opposés.
sur un angle particulier, vocal. Toi et moi, on a des voix plutôt apaisantes naturellement, des voix plutôt, on crie pas, on a des voix plutôt posées. Hum, C'est plutôt reposant reposant. que surboostant de nous entendre quand on a nos voix normales. Sauf que toi, tu as une voix que je dirais verticalisée, c'est-à-dire on sent une curiosité absolument gentille. Alors que moi, j'ai une voix perforante. Je m'intéresse à l'autre en toute gentillesse, mais en passant à travers, ce qui parfois peut me rendre agressif aux oreilles de certaines personnes, parce que la passion que je crois mettre est vécue presque comme une attaque. Hum. Alors que, et de la même façon, je pense que toi, ta gentillesse totalement innocente on t'entend lever les sourcils, tu sais, comme presque comme un enfant. Il y a un côté innocent. Ah, c'est super. Tiens, c'est génial ce truc-là. Je connaissais pas. Et on peut prendre ça un peu pour de la naïveté. Vous dites oui, bon, c'est bien, mais il nous faut un peu plus de grain, un peu plus de profondeur. Comme si t'étais pas capable d'en mettre. Bien sûr que si. Mais c'est comme des parfums. C'est des notes de base. Mais à partir de la note de base, une fois qu'on a dit boisé, on n'a rien dit. Une fois qu'on a dit floral, je sais pas. Oui, d'accord, ça veut dire que c'est pas un sapin, mais à part ça, tiens, Exactement. je te laisse avec cette métaphore. Nadège n'est pas un sapin, vous l'aurez tous retenu, voilà. J'ai Quoique, des fois. j'ai mon extrait LinkedIn, c'est bon, pour pour ton poste. Retenez tous, cette femme n'est pas un sapin. Cette femme est une fleur, messieurs, Et pas n'importe lesquels. et pas n'importe laquelle. Mais alors, tiens, parlons de ça maintenant, puisqu'on l'évoquait. C'est important aussi d'en parler, la formation. La formation vocale, extrêmement important. Toi, tu es passé entre les mains de plusieurs personnes, des confrères Hum. qu'on salue et dont on va parler pour en dire du bien, quand il y a du bien à en dire. Explique-nous ton parcours pour devenir une professionnelle de la voix que tu es aujourd'hui. J'ai d'abord cherché une formation en ligne parce que habitant en Bretagne et puis étant seule avec mes enfants, je ne me voyais pas partir sur Paris ou ailleurs. Enfin, c'était pas possible, c'était pas compliqué. C'était compliqué. Et donc, j'ai trouvé une formation en ligne qui est celle de Lorenzo Pancino, qui, en tout cas, qui m'a permis d'avoir les bases et de rencontrer d'autres personnes qui étaient aussi sur cette formation. Donc en tout cas, c'est grâce en tout cas à cette formation que j'ai découvert vraiment la voix off et comment, en tout cas, les quelques bases pour s'éclater, parce qu'il n'y a pas à dire, quoi. Moi, je m'éclate. Je resterai enfermée du matin au soir dans ma cabine. Et crois-moi, il n'y a pas encore de ventilation et il fait chaud. Oui, là, à l'époque où on enregistre, là, on est tout début juillet et ça tabasse. Voilà, c'est pour ça qu'on Ouais, est en débardeur et que on souffre. et donc voilà, j'ai commencé donc avec la formation de Lorenzo Pancino, donc formation en ligne. Mhm, Rapidement, et parce qu'il a changé aussi le concept, hein, ça fait depuis fin de l'année dernière où j'avais besoin de retour de pro. Et puis je me sentais un petit peu seule. Je savais pas trop. Je savais pas si ce que je faisais c'était vraiment bien. Il y a aussi un manque de confiance qui fait que j'ai besoin d'avoir un retour, mais un retour aussi de personnes qui sont vraiment dans le métier. Et pas des retours. En général, la famille, c'est pas génial parce que pour eux, c'est désespérant. J'ai arrêté de leur faire écouter parce que c'est toujours nickel. oui. Donc ça me désespère, alors que ça l'est pas. Mais enfin bref. Et j'ai commencé mon premier coaching privé. Ça a été dans le cadre, j'avais encore droit à 1 heure en privé. C'était avec la formation de Lorenzo Pancino. C'était Lou Torjman. Mhm. C'était donc parce qu'elle était aussi dans coach là-bas. Donc ça a été mon premier 1 heure de coaching privé. Et mon cadeau de Noël début d'année, ça a été 2 heures avec Noëlla Finzi, que ouais, je veux dire après.
Noëlla Finzi. J'ai eu aussi 2 heures avec Charlotte Jarda, Mhm. Bon, salut. qu'on salue, ouais. Et là, en fait, depuis mai, je crois, je suis accompagnée donc tous les 15 jours, à peu près 1 heure et demie, 2 heures, par Nathalie Cazot. À qui on passe Et, le bonjour euh, également. et avec Nathalie Cazot, ben ouais, on repart de tout. On a pu retravailler sur qu'est-ce qu'un vrai échauffement vocal pour une voix off, ce qui n'est Particulier. pas rien. Mhm. C'est aussi des choses qui paraissent complètement anodines, mais j'étais même pas allée voir, alors que maintenant que je le sais, je dis, mais comment est-ce que j'ai pu? C'est-à-dire, ben, la voix, c'est qu'est-ce qui permet la voix, qu'est-ce qui travaille pour donner un son, etc. Et elle a tout redécortiqué, parce que c'est sa méthode et de comprendre, ben, et c'est comme ça, c'est quand tu vois un petit peu tout le parcours de la voix et tout ce dont ça a besoin dans le corps, ben, c'est là où tu te rends compte finalement que les échauffements sont importants. Et Nathalie Cazot, pourtant, qui est une ancienne chanteuse lyrique, hein, on pourrait dire que c'est bon, quoi. Elle connaît. Eh ben non, pour elle, ça fait partie. Parce que j'ai cru comprendre qu'il y a certaines voix off qui, l'échauffement, c'est pas obligatoire, et puis avec l'habitude, il n'y a plus besoin. Mais Nathalie Cazot, pour elle, pourtant, par tous les parcours qu'elle a fait, non, c'est important. Et c'est une façon de prendre soin finalement de sa voix. C'est-à-dire qu'elle est échauffée, ça lui permet d'avoir un beau timbre, ça lui permet aussi de la faire redémarrer tranquillement et de la faire durer aussi dans le temps, quoi. Et avec l'âge j'espère que quand j'aurai 80 ans ou plus, eh ben, je serai encore alerte dans ma façon de parler et que l'articulation, etc., seront toujours aussi bien, quoi. Mm. Il n'y a pas de magie de toute façon, hein. N'importe quel ORL pourra le confirmer. Je sais que c'est encore plus rapide en âge chez les hommes. À 60 ans, la plupart des hommes ont un larynx totalement calcifié, faute d'avoir travaillé à l'assouplir parce qu'ils n'ont eu aucune hygiène vocale pendant leur vie. Ils ont été constamment déshydratés, fatigués, buvant trop de café, fumant, ils n'ont pas spécialement fait de chant, travaillé leur diction, ce qui fait qu'à la fin, on arrive trop rapidement à passer 70 ans à une voix qui est un peu comme ça, quoi. Et si tu passes pas par du chant ou je pense que par le théâtre, il doit sûrement y avoir aussi un échauffement. Bien sûr. Si tu passes pas par des métiers en lien avec la voix, finalement, personne, on nous l'apprend pas, quoi. Non. J'avais un, j'avais un client cette année, expert comptable et commissaire aux comptes, qui m'avait fait cette remarque que j'ai gardée en tête et m'a dit, tu vois, peut-être les deux choses les plus importantes pour s'en sortir dans la vie, c'est l'éducation financière et l'art oratoire et vocal. C'est ton métier et mon métier. Et c'est presque les deux seules choses totalement absentes de la scolarité. Ça m'est resté parce que tiens, ouais, je me l'étais jamais formulé comme ça, mais il y a à creuser. Il y a, il y a- il y a à creuser là-dessus. Ils avaient commencé un petit peu là avec les oraux du bac Mhm. à mettre en place des choses, mais j'ai pas l'impression qu'ils aient suivi beaucoup. Mais non, parce que les profs eux-mêmes en auraient bien besoin. Mais ouais. Souvent, ce sont les premiers à s'abîmer la voix. Mm. D'ailleurs, tu parles de formation en passant par le théâtre. Théâtre pour toi cette année, c'est dans les tuyaux? On y va? Ouais, ouais, Eh ouais. bien, Je suis en train de chercher activement là euh, vers qui je vais pouvoir me tourner pour prendre des cours de théâtre, hein. J'en discutais hier, enfin, je bossais avec une nénette, enfin, on bossait un petit peu sur la voix et elle me disait que si j'avais moyen de faire du théâtre, de l'impro, ce serait peut-être pas plus mal par rapport à la voix off, parce que ça permet un ouais. tac au tac. Et ça, enfin, j'ai déjà vu des posts hein, de toi par rapport à l'impro, etc. Moi, ça me panique un petit peu parce que il suffit qu'on me demande, enfin, on faisait les tests tout à l'heure, de parler.
ça me met en, tu vois, le cérébral, il passe Oui. là, et puis il n'y a plus rien. Et Donc ouais, voilà, c'est ça qui me fait un petit peu peur, mais bon, des fois, il faut aller au-delà de ses peurs. c'est très Ça va bien peut-être. l'impro. Faut en faire. D'autres choses Ouais, aussi dans ça. le théâtre, mais l'impro dans le théâtre, c'est très intéressant. Le théâtre classique aussi, l'apprentissage de texte, ça va être notre point suivant. Tu vas nous expliquer ça parce que je sais que tu as un rapport particulier à la narration. L'audio, c'est avant tout de l'écrit. C'est avant tout du texte. C'est avant tout raconter des histoires. C'est oraliser quelque chose qui vient d'autre chose que du pur oral sans support. C'était un peu Mm. ton, c'était un peu l'idée. Est-ce que tu veux bien développer ça? Ça m'intéresse. Euh, Peut-être nous dire d'où ça te vient déjà, cette passion pour les histoires. Est-ce que ça date? euh, on va dire que ça vient d'une passion déjà pour le livre. Hmm. J'ai été ma mère a toujours lu. Je fais partie de ces familles où il y a eu une grande bibliothèque et dans la maison avec plein de livres. Mon père aussi lisait beaucoup. Et c'est vrai que moi, je ne m'imagine pas un salon chez moi sans livres, sans voilà, sans des étagères avec plein de livres. J'aime les livres et c'est assez rigolo parce que tu vois, je veux me lancer dans la voix off. Il existe aussi les livres audio. Mhm. Je sais que ça existe. Euh, ça me plairait bien, on va dire, sur des petits formats, des formats enfants. Parce qu'il y a vraiment ce côté, voilà, il y a toute cette mise en scène que l'on peut se permettre, en tout cas plus que sur des livres pour des adultes. Et j'ai beaucoup de mal à écouter. Enfin, ça me vient même pas à l'idée, quoi. Même par curiosité, je n'ai jamais acheté un livre audio. J'ai acheté il y a pas longtemps un livre, tu sais, le livre sur portable là. Mhm. Donc c'est pas audio, mais c'est écrit. Et parce que c'était un peu moins cher et que j'avais pas de thunes à ce moment-là. Et je crois que je vais finir par acheter le livre en papier parce que je n'ai aucun plaisir. Je trouve ça là chiant et j'arrive pas à m'y mettre, quoi. Donc voilà. Donc tout part d'abord du papier et du livre. Les histoires que je trouve. Euh, je lis beaucoup de polars, de thrillers, hein, même des trucs qui sont des fois plutôt assez gore, hein, mais j'aime bien les lire parce que c'est moi qui me fais ma propre imagination, alors que les films, eh ben en fait, on te laisse pas le choix, quoi. Tu prends la vision de celui qui a fait le film. Et, euh, et donc, en fait, tu vois, dans le fait de raconter une histoire à l'oral, euh, c'est pour qu'elle soit vraiment vivante, eh ben, il faut aussi le vivre soi-même, je pense. Et si on le vit et on arrive à le transmettre, eh ben, enfin, je pense aux enfants. Enfin, j'adore lire les histoires pour mes enfants parce que, ben ouais, il y a ce côté, ça fait travailler l'imagination. On peut fermer les yeux, écouter la personne qui parle, et c'est ça que je trouve vraiment génial. Et que je retrouve aussi finalement dans la voix off, on va dire une pub comédie par exemple, c'est tu interprètes quelqu'un qui n'est pas toi, mais voilà, tu es dans une interprétation et le but du jeu, c'est de faire croire à l'autre, bah ouais, que c'est ça, que c'est vraiment vivant. Et c'est tout ça qui me plaît énormément. Et la narration, ouais, la narration, c'est encore aussi une transmission, c'est transmettre autre chose. C'est transmettre bah, presque du rêve en fait. Pour les enfants, c'est transmettre du rêve exactement, de l'imagination, plein de choses dans la tête et se laisser bercer quoi. Et on est en plein dans un des chevaux de bataille principaux de la profession, et ça s'illustre encore plus frontalement avec les histoires pour enfants. Là, je te rejoins, j'écoute très peu de livres audio. J'écoute des tas de choses, des conférences, des podcasts,
du théâtre audio, des dramatiques audio, oui, ça d'accord. Mais des livres audio, c'est très rarement bon. Parce on se donne pas les moyens de les faire bien, on expédie un peu ça, et ça donne ce que Pierre Mauboucher, que je salue, appelle à fort juste titre, du formulaïque, de la Hum, récitation, des gens qui parlent à voix haute, ce qui est un oxymore, en mettant le ton. Et c'est tout sauf de la narration, sauf de la déclamation, puisque c'est, c'est, c'est toutes ces catégories qui ont vidé de leur sens les choses qu'elles dénomment, que de la modernité. Créateur de contenu. Ça ne veut rien dire. Un contenu, ça veut dire il y a un truc dans un récipient. Ça peut être creux, ça peut être faux, ça peut être nul, ça peut être ultra précieux. On n'a rien dit quand on a dit ça. C'est quoi le contenu? C'est une récitation monocorde annonnée, comme si on était avec la maîtresse en train de faire sa poésie au CP? Ou c'est une histoire de barde ou de conteur du village qui va se transmettre de génération en génération et du tissu dont on fait les légendes? Parce que les deux, ce sont du contenu oui, oral. et complètement. On est en plein dans le truc. Donc je ne peux qu'abonder dans ce sens-là, et aussi contre-intuitif que ça paraisse, c'est en réalité très logique. Euh, les travaux longs en voix sont des narrations. Et narration, ça part de l'écrit. Si vous n'aimez pas lire, changez de métier. La voix, c'est lire, écouter et ensuite parler. Faut beaucoup lire, beaucoup écouter et ensuite beaucoup parler. Donc celui qui veut juste beaucoup parler, pour avoir une belle voix et gagner sa vie avec sa voix, ça ne durera pas. Et il va s'écœurer lui-même parce qu'il va se réduire à un tâcheron de la voix, Hum. qui va faire des choses propres et mécaniques. Et c'est ce que disent les comédiens par rapport au doublage. Ne faites pas 2 semaines de stage pour être en place sur une bande rythmo. Ça fera pas de vous un comédien. Être en place sur une bande rythmo, ça ne fera pas de vous un comédien. Il faut être en place, mais Il faut être en ça, place. ça Bah, sert ça, à quoi si rien ne sort de l'image? exactement. Parce qu'il se passe rien dans les silences, il se passe rien, il se passe rien. Donc on est là-dedans, encore une fois, tu vois, sous couvert d'être une débutante, ce que j'aime beaucoup, c'est que tu transmets des choses très vraies que tu incarnes et qui seront utiles aux autres, débutants ou non débutants. Avoir le sens du service pour l'autre, vouloir le bien de l'autre. Si on n'a pas ça en soi, faut pas faire ce métier. Le métier de comédien en général d'ailleurs, que ce soit vocaliste ou autre. Si on veut se faire plaisir face à un miroir, ça ne durera pas et ce sera un parcours très douloureux et psychiatrique. Ce que- ce qu'il faut aimer, c'est ce que ça produit chez l'autre après qu'on a fait son travail. Faut pas le faire pour soi. Le plaisir qu'on prend, il est en décalage et il passe à travers l'autre. Il passe par l'autre, C'est exactement. pas pour se dorer la pilule entre nous, c'est un fait. C'est que il faut avoir beaucoup d'empathie pour faire ces métiers et il faut aussi avoir les défauts et fragilités qui vont avec, un certain sens de la pudeur qu'il faut combattre, une certaine propension au manque de confiance en soi, par lequel il ne faut pas se laisser dévorer. Il faut que l'humilité reste de la belle humilité, de la noble humilité, et non pas de la trouille paralysante, qui est une invitation à se faire marcher dessus ou à être malheureux ou à passer à côté des choses dans la vie. Donc c'est pas tout blanc ou tout noir. Non, C'est un état de fait, c'est un état des lieux. Euh, Faire les choses pour servir les autres et mettre les histoires, donc le livre, au centre de sa pratique et le transmettre après par la voix. Au-delà de mon opinion, quand on étudie les plus grands, euh, de l'inventeur de la phoniatrie, Trabot, qui est le créateur de la phoniatrie en 1920 et quelques, jusqu'à Roger Carrel, on trouve ce discours et cette approche. Donc c'est pas pour rien. Donc je t'attends pour dans 3 mois quand tu auras terminé de boucler toute seule toute la dramatique audio de la légende des siècles, hein. Il m'en faut 10 pour demain. Tu me fais ça bien, s'il te plaît, en une prise. Allez, on y va. On punch and roll et on déroule. non, mais je, je, débutante, ouais, ouais, je suis vraiment débutante parce que c'est ce que je te disais, je n'ai jamais signé aucun contrat. Donc, on va dire que la voix off, c'est entre moi, mes,
mes coachs vocaux et puis ma cabine hein, qui ouais, il reste encore pas mal de place pour que ma voix elle circule encore. Mais voilà, je pense que l'assurance, je commencerai à en prendre un petit peu, ne serait-ce que quand quelqu'un me dira, bah ouais, j'ai bien envie de travailler avec vous, on va voir ce que ça donne. Mais puis petit à petit, mais je, je sais pas ce que ça donnera. Peut-être que je ne décollerai jamais. Je n'en sais absolument rien. Mais aujourd'hui, j'adore ça. Je m'éclate. Euh, Ça répond aussi à plein de choses en moi. Et j'ai envie de tout faire pour y arriver. Et puis, bah, si j'y arrive, tant mieux. Et puis, si j'y arrive pas, bah, ça sera parce que c'était pas ça ou j'en sais rien. Mais, euh, mais voilà, c'est pour ça que je continue, que je me forme, je lâche pas le truc, hein. Et tu parlais de Pierre Mauboucher tout à l'heure. Pierre Mauboucher, ouais, c'est un sacré bonhomme avec un sacré caractère. Et Pierre Mauboucher, il est aussi dans ma tête. Ce sera après toi, parce que dans mes prochains coachings, c'est Prends toi. ça, Pierre. J'en profite parce qu'on s'envoie toujours des petits. Pierre Mauboucher, quand j'aurai on va dire quelques années d'expérience, etc. Eh ben, ouais, où j'aurai une petite reconnaissance d'autres, tu vois, que je ne serais pas une personne inconnue, etc. À ce moment-là, je me permettrais d'aller toquer à sa porte et pour lui demander, pour continuer à me former parce que il a plein de choses à apprendre et je sais qu'il sait aussi, il aime donner. Il faut que ça soit un échange, mais voilà. Aujourd'hui, je suis pas assez forte psychologiquement pour passer avec lui. Ça se construit, mais en tout cas, c'est toujours drôle parce que à rebours, les plus grands témoignent toujours de ça. Euh, dans mon autre vie où j'ai fait un autre métier, je me rappelle d'avoir vu une interview qui m'avait beaucoup marqué de Jérôme Le Banner, tu sais, le combattant d'arts martiaux français très connu. Oui. La première fois qu'il a fait un combat, il avait 18-19 ans, un combat professionnel payé, je crois que c'était au Japon. Il s'est fait fracturer l'orbite en se faisant mettre des coups de poing dans la gueule à main nue. Il a touché l'équivalent de 100 balles, 100 francs hein, de l'époque. On était dans les années 90. Donc si on prend le problème par là, le type a dû commencer le sport à 6 ou 7 ans. Ça fait donc 12 ans qu'il fait du jogging, des pompes, de la boxe, de la muscu. Il a dû perdre 14 fois son poids en sueur, en litres de sueur. Et à la fin, il touche 100 francs et il se fait fracturer un os du visage. C'est un professionnel ou pas? Quelle est la crédibilité du paramètre je n'ai encore jamais eu de contrat? Parce que même un type qui deviendra champion du monde de K1, son premier contrat, c'était littéralement 100 balles et un Mars. Hum, Et ça faisait 12 ans qu'il ne vivait que pour ça. Et puis t'en as d'autres, très doués et peut-être aussi très chanceux, pour qui tout démarre très vite. hum. Ça ne veut rien dire en réalité. Ben oui. Ça ne Mais veut rien dire. c'est la question que je me posais l'autre fois. Ça me gêne de parler de moi quand on me demande qu'est-ce que je fais. Eh ben, j'ai du mal à dire je suis voix off. C'est dur, c'est dur. Je tente de devenir parce que s'il y a toujours ce côté de comme j'ai encore rien fait, eh ben je le suis pas. Mais tu as raison parce que c'est les choses. Mais et pareil sur les courriers, je suis voix off pro. Bah tu vois même ça me gêne. Et alors que c'est pas parce que à partir du moment où je fais tout pour, je me forme pour et que mon temps, en tout cas, il y a on va dire que c'est un temps plein, hein, parce que tout mon temps, en tout cas mon temps de travail, il est porté sur ça. Eh ben, on est sur le professionnel, mais voilà, c'est mon côté un peu humble qui fait que ça reste compliqué. Mais t'as complètement raison, t'as complètement raison, et ça me refait encore une petite piqûre de rappel. Non, mais ça touche tout le monde. C'est simplement un problème qu'il faut attaquer en amont et il faut se rendre le service de le régler avec soi-même sans se voir pour arrogant pour autant. La légitimité est une saloperie. C'est un faux sentiment humain. Ça correspond au fait de sous-traiter à quelqu'un d'autre le droit d'exister.
hum, En réalité, ce qui compte, c'est les résultats. Alors évidemment, faut pas faire n'importe quoi, faut pas être un charlatan, mais quand tu bosses, quand tu fais les choses de tout ton cœur et quand plein de personnes qui ne te veulent ni du bien ni du mal, mais qui sont cliniques et objectives, te disent qu'effectivement tu ne t'es pas trompé de voie et tu as plutôt un talent pour ça, ou en tout cas tu fais ça bien et en bossant tu vas pouvoir en vivre, bah voilà, la messe est dite. Et c'est beaucoup un truc de comédien, ces sentiments de précarité, parce que tu travailles avec ce que tu as au fond du ventre. Un hum, chirurgien ou un maçon, le dimanche midi, il te dit pas je suis maçon en devenir. Là, je suis au chômage et ça me stresse un peu, je me sens un peu nul, mais demain matin, je rattaque un chantier, attention, hein, tu vois. Alors que dans nos métiers, on est tout le temps en train de vouloir continuer à construire quelque chose qu'on tient pas pour acquis. Ce qui est bien et ce qui est en même temps un peu trop autodestructeur quand c'est poussé trop loin, parce qu'au bout d'un moment, bah, faut être, pour être comédien, faut être un peu prétentieux. Et il faut pas passer de prétentieux à arrogant. C'est là que tout se joue. Mais c'est une prétention de demander aux gens de passer du temps de vie, qui est la seule vraie ressource en ce monde, les yeux sur nous, en train de faire les guignols, c'est d'une prétention inouïe. Et il faut être à la hauteur de ça pour ne pas que ce soit du vol de leur temps pour notre bien à leurs dépens. Donc si on les fait rire, s'ils sont prêts à payer, si on les émeut, si on leur aide à vendre ce qu'ils ont à vendre, on est un professionnel. Tu sais, c'est la définition que Stephen King donnait du talent. Si vous avez écrit un truc, que vous l'avez envoyé à un éditeur, qu'en échange vous avez eu un chèque, que quand vous avez encaissé le chèque, il était, c'est dur à dire ça, quand vous avez encaissé le chèque, il n'était pas en bois, et qu'avec ce chèque vous avez payé la note d'électricité, vous avez du talent, continuez. Le oui. reste, le reste, c'est de la branlette publicitaire, les histoires de muses, de gens qui sont appelés comme ça par une vocation, qui se sentent comédiens ou qui se... Oh non, maintenant vous ne pouvez pas dire ça, je ne suis pas comédien. C'est des trucs de gamins, c'est des trucs de gens dont l'ego a détruit la gentillesse, et c'est hélas un phénomène très présent dans nos métiers, et c'est des gens dont les limites humaines sont en train de neutraliser les aptitudes artistiques. Hum. C'est beau ce que je dis, je devrais être prof d'éloquence. C'est un peu ce que t'as, non? Et j'ai mis 10 ans à oser le dire, parce que c'était pas un vrai métier. Hum. Pour qui se prend-il ce petit con, me disais-je à moi-même. Tu n'es pas seul, et tu vois, et je n'ai ni honte ni gloriole à l'admettre. Celui qui prétend qu'il est arrivé à 25 ans et puis que il est arrivé comme ça, il a fait oui, bien sûr, je suis. J'irradie, je marche sur l'eau. En général, ça crève de trouille par derrière, et c'est pour le cacher qu'on en fait des caisses dans le publicitaire. Le miroir est notre pire ennemi dans ces métiers. Donc c'est très bien d'avoir peur et c'est très courageux d'admettre ce que tu viens d'admettre. Je le pense vraiment, c'est pas pour te savonner c'est pas pour te passer la brosse à reluire. La plupart des gens mentent dans nos métiers. Ils disent qu'ils travaillent tout le temps alors qu'ils sont en galère. J'avais dit ça une fois à Estelle, à qui je fais un bisou. Estelle Hum. Hubert. Je dis, ce C'est qui, ce adorable qui me aussi. fait chier avec les comédiens, c'est que tu sais ce que c'est un comédien dans le monde du travail. C'est quelqu'un qui prétend qu'il n'a pas d'argent quand il en a, notamment pour se former. Et c'est quelqu'un qui prétend qu'il a de l'argent quand il n'en a pas, par peur de passer pour un raté et pour continuer à être invité aux petites Hum. sauteries de l'entre-soi, du Landerneau. Et j'en connais des dizaines qui habitent dans des chambres de bonne à Paris et qui se font sous-payer pour avoir un rôle de doublage figurant, petit rôle dans un grand truc hollywoodien pour pouvoir dire qu'ils ont fait ça, plutôt que de faire en toute humilité tout ce que le métier propose, des audiodescriptions, de la pub, de l'institutionnel, et de payer leur baraque et d'envoyer leur gosse à l'université avec. Parce qu'ils voulaient pas faire le métier, ils voulaient être comédiens. Ah, c'était bon. Allez vous faire cuire le cul, les loulous. Voilà. Ça détend tout le monde, hein, quand on l'a dit. Je te fais dire des horreurs, tu vois, alors qu'en fait c'est moi, mais Ah non, moi j'ai rien dit, hein. tu me- Non, mais au-delà de la blague, je profite parce que je profite non pas de toi, mais de l'occasion que tu me donnes, parce que c'est pour ça que je voulais qu'on fasse cette interview. J'ai trop vu des gens se saboter dans ces métiers-là par modestie et par humilité,
mal orientés. Et Hmm. il est hors de question que des gens qui ont des vraies qualités de gentillesse et d'humilité les retournent contre eux pour se saboter avec. Donc il faut avoir un peu d'arrogance sans perdre sa gentillesse. Hmm. Il faut avoir les coronesses d'assumer qu'on veut faire le malin devant tout le monde, mais pour leur provoquer des trucs cool à eux. Et là, on a le droit d'être comédien. Et quiconque nous dira qu'on est légitime ou pas légitime est soit un flatteur, soit un jaloux, et les deux peuvent être renvoyés dans le même égout des gens qui ne font rien et qui du coup ont besoin pour monter d'appuyer sur la tête des autres. Et il faut pas les écouter. Voilà. Il y a un truc où tu avais un avis que j'aimais bien parce que je l'entends pas souvent, parce qu'on parlait de livres audio et on parlait d'intelligence artificielle, toi et moi. Hmm. Tu sais que récemment, au moment où on enregistre, on vient d'inventer le fameux IH, le label interprétation humaine, pour distinguer les livres audio IA des livres audio faits par des comédiens. Et t'as été une des rares à me dire, l'IA, j'en ai marre d'en entendre parler, et surtout c'est un non-sujet parce que la voix c'est un tout. Donc cette histoire de voix de synthèse, finalement, c'est un peu de la poudre aux yeux, c'est un peu de l'enfume. Si j'ai bien compris ton avis, que j'aimerais que tu développes pour nous. Mais oui, enfin, tout le monde s'en plaint aujourd'hui, mais quels que soient les corps de métier, hein, enfin, que ça soit les, ceux qui font des vidéos, enfin, tout le monde s'en plaint. Mais n'empêche que la seule chose qu'ils font, à part s'en plaindre, c'est d'en parler de l'IA. Et c'est vrai que bah, sur LinkedIn notamment, oh, Ouf. mais rares sont les posts où ils en parlent pas. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et moi, ça me casse les pieds. Et enfin, peut-être que je me trompe. J'en sais rien. De toute façon, on est tout le temps en train d'extrapoler dans quelques années, dans plusieurs mois, sauf que aujourd'hui, on est aujourd'hui et demain, on ne sait pas, parce qu'il y a tellement, les choses vont tellement vite aussi des fois qu'on ne sait pas comment ça sera. Ça sera peut-être mieux, ça sera peut-être pas du tout mieux, enfin voilà. Et, euh, et c'est donc, tu m'avais posé cette question, est-ce que ça te fait peur hein, par rapport au métier? Et je t'avais répondu non, non, ça me fait pas peur. Et en fait, j'ai même pas envie de m'y intéresser. J'ai pas envie de voir ce qui s'y fait. Je regarde rapidement parce que des fois c'est difficile de pas lire un petit peu ce qu'il y a parce que il y a beaucoup de choses de faites. Mais ça ne m'intéresse pas parce que je pars du principe que c'est une machine et qu'une machine doit rester une machine. Et c'est sûr, hein, il y a des gens qui aimeraient faire de machines quelque chose de magnifique qui soit peut-être à notre égal, mais à quoi ça sert? Enfin, je comprends pas. Pourquoi chercher? Déjà, ce serait tellement mieux de faire attention à nous, de faire attention à notre environnement au lieu de pouvoir créer des choses qui vont. Enfin, voilà, enfin, ça me barbe. J'arrive même pas à en parler dessus parce que ça me barbe royalement. Mais je suis confiante par rapport à, ouais, l'humain. Faut parler de IA humain. Enfin, je suis confiante en l'humain parce que c'est euh, une intelligence artificielle. Enfin, je sais pas. Imaginons, euh, imaginons que je suis dans un studio et je travaille sur un enregistrement. Et puis, le directeur artistique va me dire, ah bah non, tu peux pas plutôt, va plutôt dans ce registre-là. Et c'est fait hyper rapidement comme ça. Enfin, je sais pas. Une IA, j'imagine qu'il faut recoder énormément de choses pour pouvoir donner toutes les informations pour changer finalement ce que nous on appelle en voix off une intention. C'est et, euh, et de ce que je comprends, les IA, ce ne sont que des choses qui sont copiées de nous. Pourquoi copier quelque chose alors que nous, on peut le faire, on peut le créer, on peut aussi, ce qu'on disait au début, en fait, c'est être chacun de nous
peut créer quelque chose de complètement différent. Je suis C'est complètement donc d'accord. ouais, l'IA, enfin, ça ne m'intéresse, on va dire que ça ne m'intéresse pas. J'utilise un ChatGPT euh, parce que ça me fait gagner un certain temps sur certaines choses, mais quand je lui demande par exemple de me créer un texte, c'est très rare que je prenne le texte tel quel parce que ça me va pas. Et des fois, je lui dis, bah, tu crois pas que ça, ou de lui dire, mais ça veut rien dire ce que tu as marqué là. Donc, il est hyper gentil parce que c'est tout le temps, ah, mais tu as raison, Nadège, tu fais bien de le remarquer. Enfin, moi, il me parle pas, mais je l'imagine parler comme ça. Mais voilà, ça doit être un outil qui peut nous permettre d'aller un peu plus vite, c'est-à-dire que de créer un texte, moi, ça me prendrait beaucoup trop de temps de créer quelque chose. Il le fait très très rapidement et puis en fonction, on va dire que c'est une première base et moi je fais la suite avec un texte. Mais, euh, mais je ne suis pas de ces personnes qui veulent que la machine, en tout cas, nous remplace pour qu'on fasse rien. Ben, ce serait triste si on faisait plus rien. On se ferait chier déjà. Je trouve ça très bizarre de se réjouir vivement qu'il existe une invention technologique me permettant d'éviter de réfléchir. Oh non, mais arrête. C'est très bizarre comme façon d'être au monde. Appeler ça de ses voeux, se réjouir de ça, et ne pas voir la composante morale. Eh les gars, pourquoi vous faites ça? Bon, parce qu'on peut. Faudrait savoir au bout d'un moment. Il paraît que la Terre va se réchauffer de 10 degrés, qu'il y aura plus d'eau potable dans 20 ans, qu'il y aura plus d'arbres, qu'on va tous crever. Et vous, vous dépensez toutes vos ressources et toute votre énergie pour qu'un robot puisse vous soulager de l'énorme effort de faire un peu de réflexion quand il faut écrire ou avoir des idées. Euh, Collectivement, on mérite de crever là quand même un peu. C'est Et on en mais est là, tu vois. Donc, Mais parce que les choses sont jamais réfléchies, on est tout le temps au plus vite et donc dans l'idéal, ce serait bien que, ce serait bien que, ce serait bien que, mais c'est euh, c'est une partie du problème. Tout ce qui est derrière, ils y réfléchissent pas, ils y pensent pas. Mais après, puis ben, quand on y sera, quand on se rendra compte que les machines feront tout et que, et que nous, on fera plus rien et qu'on sera très con parce qu'on sera plus habitué à faire quoi que ce soit, enfin, en tout cas, quand je vois un petit peu comment certaines richissimes personnes parlent comment elles voient le monde, eh ben, à part être des abrutis, je vois pas ce que l'homme hmm, enfin, sera, quoi. Il y a quelques mois de ça, ouais, je crois que c'était il y a quelques mois sur France Inter, il parlait en fait d'une intelligence qui te traduisait n'importe quelle, enfin, qui traduisait instantanément. ouais. Et le chroniqueur qui était là et qui disait bah, que ça lui faisait mal parce que lui, il parlait je ne sais combien de langues, il Mhm. les a apprises. Il a pris du temps pour les apprendre. Et que maintenant, en appuyant sur un bouton, il va dire une phrase en français et puis ça va reprendre exactement sa voix, etc., qui va le dire en telle langue ou telle langue. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à nos enfants, ça sert plus à rien d'apprendre les langues étrangères. En fait, moi, ça me fait peur tout ça. Ça me fait vraiment peur. Ça sert plus à rien d'apprendre. Ça sert plus à rien de faire une dissertation en prenant compte de ce qu'on a dans la tête. Ça sert plus à rien d'apprendre des langues étrangères pour pouvoir discuter en direct avec d'autres personnes. Enfin, Qu'est-ce qui sert à quoi que ce soit alors? Non, mais on voit bien, c'est les gens qui font semblant de ne pas voir quelle porte terriblement dangereuse a été ouverte sont assez malhonnêtes, bah ouais. ou très cons, ou un mélange des deux. Et en plus, peut-être j'y pensais pas, mais c'est ta réponse qui m'y fait réfléchir. D'un point de vue technique dans nos métiers, les gens qui pensent qu'une IA va pouvoir remplacer un comédien sous prétexte que l'IA progresse et que maintenant elle arrive à copier de plus en plus authentiquement des émotions, soi-disant. C'est vraiment des gens qui ne savent absolument pas ce que c'est que la comédie ou la direction artistique. Parce que ça reviendrait à dire que demain je prends Richard Darbois au hasard et je le dirige. J'ai le droit de fantasmer. Et je lui dis, on monte tout un personnage, une scène, un film de guerre, et t'as Richard qui fait Grenade! Et qui lance une grenade dans un film de guerre.
Et hop, l'IA, elle capte la voix de Richard Darbois qui dit grenade de cette façon. Et maintenant, dans tous les films de guerre, où dès qu'un mec balance un explosif, t'auras cette voix parce que c'est bien fait. Et puis, l'intelligence artificielle a compris l'émotion. Il y a du stress, c'est la guerre, il y a du danger, on prévient les copains qu'il va y avoir une explosion. Bah voilà, on a coché toutes les cases. J'ai pas besoin d'expliquer. Mm. Ça donne envie d'hurler de rire. Ce serait comme de dire qu'il y a qu'une seule façon de dire je t'aime et que ça veut toujours dire je t'aime. Bah bon courage les cocos. Si vous voulez absolument, à coups de bottes, faire rentrer des ronds dans des carrés, quelle arrogance de démiurge de croire que dans la vie tout est paramétrable et algorithmisable. Mm. Quel petit con prométhéen inculte faut-il être pour le dire comme je le pense? Il faut vraiment être un crétin, en réalité. Et un crétin arrogant, parce que la marque des crétins arrogants, c'est qu'ils sont toujours fascinés, comme tous les petits puceaux, par les gadgets, par Ouais, les, par les... Et je vois une horde d'abrutis aujourd'hui se passionner par les IA. Ils seraient nés 30 ans avant, ils se seraient passionnés pour l'ADSL. 60 ans avant, ils se seraient passionnés pour le téléviseur cathodique. 80 ans avant, ils se seraient passionnés pour le poste de TSF. Si c'est ça qui vous passionne dans la vie, au lieu que ce soit l'amour, la poésie, le voyage, la peinture, la littérature, vos gosses, vous êtes des crétins. Et vous finirez broyé par le monde que vous avez appelé de vos voeux, et ce sera bien fait pour vos gueules. Je le dis comme je le pense, sans souhaiter de mal à personne en particulier, parce que ça me fait chier aussi. Ça me fait pas rire. Je vois bien tout ce que ça va broyer, tout ça. Mm. Je vois bien que demain, il y aura plus de subventions de la région ou de la commune pour faire une dramatique audio pour les enfants à la médiathèque, parce que Mistral peut le faire. Bah pour reprendre les mots de mon invité d'il y a quelques mois, Pascal Chemin, que je salue, ça me donne envie de chialer, Ouais. des larmes de rage. Et là, la raison première, ça sera parce que ça coûte soi-disant moins cher. Voilà. Mais le côté, tu sais, c'est un petit peu comme, euh, donc maintenant c'est France Travail, mais j'ai toujours l'habitude de dire Pôle Emploi. Les acidiques de Exactement. l'époque où on allait pointer, toi et moi. Aujourd'hui, la plupart des entretiens sont des entretiens téléphoniques, Mhm. alors que normalement, euh, il y a énormément de personnes qui sont en grosse difficulté et qui ont besoin d'un lien humain et notamment de voir son conseiller en face ou même de sortir de chez lui pour le voir et discuter, c'est important. Et ce qui se passe dans un bureau tête à tête, ça n'a rien à voir avec ce qui se dit au téléphone. Enfin, on va dire, c'est sur un gain de temps, on peut en caler plus sur la journée, mais tout devient n'importe quoi. Et en fait, dans tous les corps de métier, l'humain disparaît. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles moi j'ai saturé par rapport au social, c'est on peut pas être plus humain dans le social que enfin c'est comme les médecins, les infirmières, enfin cette notion d'humain et d'échange et de elle est là, mais sauf qu'on nous laisse plus le temps. Il faut des projets, il faut argumenter. Bon, alors là, ça fait 3 mois que vous travaillez avec un tel. Ah, ça n'a pas avancé. Bon, on va arrêter. Non, mais il faut. Oh. Et donc, ouais, partout, l'humain disparaît et c'est quand même triste, hein. C'est quand même triste. Enfin, je. Et pourquoi? Pour ce foutu fric de merde, quoi. Parce que l'argent, on Ouais. lui donne une telle place. Ça prend tout, quoi. C'est ce qui est le plus important. Et le pire, c'est que plus les gens ils en ont, plus ils en veulent. Moi, enfin, ouais. Tu disais que ça te donnait envie de chialer, ben ouais, moi c'est ça qui me donne envie de chialer, quoi. C'est ce monde-là, quoi, ce monde de merde. Ouais. Donc là, on a perdu tous les auditeurs qui sont partis se pendre. Mais pour les quelques rares irréductibles qui restent. Non, mais c'est vrai que au-delà de la blague, mais c'en est pas vraiment une, là où je te rejoins dans l'optimisme, parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, je suis assez optimiste pour la suite, Ouais. c'est Je que suis aussi. c'est le temps de l'humain qui s'ouvre au moment où on lui met la botte sur la gorge. Parce que Ouais. plus il y aura de merde mal faite, robotisée, de merde chinoise en plastoc, avec la voix qui va avec, et puis machin, plus ça va devenir insupportable et plus le sens du beau qu'on a au fond de nous va ressurgir. Plus les gens vont plus il y aura Temu,
plus les gens vont vouloir se réintéresser aux costumes sur mesure. Plus il y aura de ChatGPT, plus les gens vont se dire tiens, c'est bizarre, je suis nostalgique des voix des années 80 qui ont fait toute mon enfance dans le doublage. Plus, plus tu fais du lait, plus le beau manque. Donc c'est l'ère de l'humain qui s'ouvre. Et pourquoi, je te le disais avec un peu d'émotion, tu vas être une des dernières avant que je clôture cette émission que j'ai menée pendant un an. J'en ai fait à peu près 3 par mois pendant un an. Je voulais aussi absolument donner la parole à des gens qui se lancent dans le métier. Et je voulais aussi faire passer des messages à travers eux et puis dans les discussions qu'on a ensemble pour essayer d'aider à ma toute petite mesure un maximum de confrères pour pas qu'ils ne se fassent broyer par ça. Pour pas qu'ils se disent, comme tu aurais pu te dire, j'ai 40 ans, j'ai 45 ans, on est en 2025, se lancer dans la voix off aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, ah non, je vais pas le faire. C'était mon rêve, mais tant pis. Si, faites-le, mais faites attention. Ça ne se passera pas comme ça s'est passé pour vos formateurs qui ont commencé il y a 20 ans et qui ont pu faire leur beurre dans... Vous ne ferez pas votre beurre en faisant 80 trucs de une ligne de e-learning payés chacun 100 euros par jour, comme ça a été le cas jusqu'à il y a pas longtemps pour certains. Ça ne se passera plus comme ça. Mais des Non. choses seront possibles. Mais il faut le dire pour pas tuer des vocations, mais pour pas envoyer des gens à la moulinette. Et, et aujourd'hui, je pense que, enfin, il faut vraiment avoir ce côté un petit peu passion Mhm. et beaucoup travailler parce que ben on est et puis enfin c'est pas que la voix off hein, dans plein d'autres métiers il faut pouvoir aussi se démarquer et pour se démarquer aujourd'hui et aussi par rapport à l'IA ou autre il est important ben d'être d'être une bonne voix off ou un bon cinéaste un bon chanteur enfin il faut travailler. C'est pas un truc, hop, tiens, je parle bien, je vais enregistrer ça. Enfin, c'est, euh, c'est, je reste persuadée que je sais pas, c'est con ce que je dis, c'est pas, je reste persuadée parce que c'est comme si, mais c'est un métier à part entière. Hein. Et C'est pas si évident. Tu as raison de le rappeler. C'est un métier. c'est un métier. Mais ouais, ouais. Ne jamais se prendre au sérieux, mais prendre le métier au sérieux. Rigueur, discipline, formation, travail, les vocalises, la respiration, le chant, les formations, la déclamation, la lecture, c'est un métier. Mm. Et on sait ce que c'est. Dès que tu fais des métiers artistiques, ah, tu veux pas nous jouer quelque chose à la fin du repas? Bah, je sais pas, toi, t'es menuisier, tu me ferais pas une petite commode là, vite fait, à la fin du repas? Tu vois? Eh Nous, oui. nous, on doit lutter contre ça. Un maçon, il doit pas lutter contre ça. Il doit lutter contre d'autres choses. Chacun ses récompenses et chacun ses petites vicissitudes de métier. Mais c'est un boulot. Il faut jamais le perdre de vue et il faut se mettre à la hauteur de ça encore une fois. Et très clairement, je pense que tu as la bonne mentalité pour ça. Parce que justement, cette humilité et cette envie de servir à quelque chose pour les autres, c'est ce qui fait durer dans le métier et c'est ce qui rend les choses possibles. T'en vivras bien, t'en vivras mal, t'en vivras partiellement ou complètement. Il y a tellement de facteurs qui rentrent en ligne de Mm. compte. Les Exactement. rencontres, Ça, c'est le vrai. destin, le bol, le boulot, le talent, comment t'es entouré. Il y a tellement de choses que toutes les fausses questions s'envolent. La légitimité, l'âge, les IA, on s'en fout. Si tu sens que t'es à ta place en le faisant, faut le faire, puisque c'est un métier. Mm. Est-ce qu'il y a un conseil particulier que tu voudrais donner aux gens qui sont avec l'envie de le faire et qui vont se lancer? Ben, ne pas lésiner sur la formation. Ne pas lésiner sur la formation. Chose que moi, je peux pas encore faire, mais je pense que courant de l'année à venir, j'essaierai, c'est faire au moins une ou plusieurs, enfin, l'école de la voix, moi, ça me dit, j'aimerais bien Mhm. faire une formation là-bas. Et, euh, et puis la formation
de Noëlla Finzi, là, sur Paris. Elle fait ça sur 2 jours. Je pense que c'est aussi, voilà, c'est des. En tout cas, il est important de piocher un petit peu partout parce que les conseils sont toujours différents. Quel que Absolument. soit le coach, les conseils sont pas forcément les mêmes. Et ensuite, en fonction des conseils de chacun, bah, se les approprier. Et puis, euh, et puis tenir compte un petit peu de tout. Et puis pour pouvoir être soi. Excellent conseil que je ne peux que contresigner. On a passé un coucou à des tas de confrères et de Ouais. formateurs qu'on n'oublie pas et grâce auxquels on peut être là aujourd'hui pour la plupart d'entre eux. Donc merci Et, pour tout. Et moi, je remercie aussi cette bonne étoile, mais toutes les voix off, Noëlla Finzi, Nathalie Cazot, enfin, c'est un amour, Estelle Hubert, euh, Pierre Mauboucher, parce que même s'il fait un peu son bonhomme, Oh oui, dis du mal de Pierre, je montrais un short avec ça. et je sais que sur le Discord Voix Off Collab, eh ben, il a donné aussi beaucoup de lui, c'est-à-dire donner des conseils, etc. Il l'a fait enfin, volontiers, gratuitement. Enfin, il n'était pas obligé. Mm. C'est donner de son temps. Et je trouve en tout cas dans ces personnes que avec qui j'ai pu discuter, que j'ai pu croiser comme ça, leur point commun, et moi, ça me rassure, hein, c'est un grand cœur, une envie de donner et une envie de partager. Et je crois qu'en règle générale, on attire les personnes qui nous ressemblent. Bah, en tout cas, je suis contente d'être tombée sur eux parce que ça me conforte aussi finalement dans mon envie d'être voix off, parce qu'autant voir le beau avant de voir le moche. C'est un truc que j'avais entendu dans une interview entre Astier et Alain Chabat. Ouais. Ils parlaient de ça tous les deux et t'avais Astier qui disait euh, la marque des vrais bons, c'est qu'ils sont toujours bienveillants. Mais pas par gentillesse comme ça, parce qu'ils feraient un espèce de club des gens gentils, mais c'est parce que l'ayant vécu, ils savent la difficulté que c'est de créer quoi que ce soit. Donc ils sont très respectueux, très précautionneux, ils arrivent, et même quand ils sont Alain Chabat, qui apparemment est un mec très gentil, ce dont je ne doute pas, qui arrive en disant, alors, est-ce que tu as pensé à essayer dans ce sens-là par rapport à la difficulté que là, sur ton écriture, là, sur cette scène, sur ce moment, sur cette musique? Ça va jamais être autre chose que ça. En revanche, dès que tu as un trou de balle qui a fait 2 week-ends de stage de showrunner à la con dans une boîte à fric à Paris, il va arriver, il va te faire, oui, la caractérisation est faible. Ça permet tout de suite de savoir qui est qui. Mais oui. Dans ce métier comme dans les autres, on se pique de mots quand on a peu fait. Sinon, on sait tout ce qui se passe d'humain, d'incertain, de beau, de fragile. On sait à quel moment il faut arroser les plantes et un peu fermer sa gueule. Et donc la générosité vient vite aux gens qui auraient aimé en recevoir à un moment où ils n'en ont pas reçu. Ils savent, Hum, normalement, quand on est psychiquement constitué en tant que sujet sain, quand on a été victime, on n'a pas envie d'être bourreau. Donc, quand on a réussi à la force des dents et tout seul, passer un certain temps, si on est quelqu'un de gentil, et de sain, l'envie de donner, de transmettre, elle doit venir. Si elle ne vient pas, ça ne veut pas dire qu'on est malsain et méchant. Ça veut dire que c'est encore pour nous. On a encore besoin de hum, prouver, besoin de faire, besoin d'être au centre. Et c'est très bien et c'est essentiel. Et il faut pour se construire, notamment pour la confiance en soi. Mais on grandit et on passe une étape au moment où spontanément on se dit, OK, quelle que soit ma situation à moi, j'ai envie aussi un peu qu'il se passe des choses autour, avec d'autres gens. Et là, tout change. Et on se met à jouer autrement aussi. ouais. C'est aussi se faire du bien à soi. Vous en ferez ce que vous voudrez. Vu que vous serez des milliers à regarder Nadège, vous avez intérêt. Non, mais Bah, me regarder, c'est bien beau. Encore faut-il m'appeler après. ben, tu me fais ma transition, mais de manière totalement impromptue, puisque c'est toujours comme ça que je finis, le but étant de mettre les invités en avant. Comment on te trouve, comment on te contacte, où est-ce qu'on trouve ton travail, comment on te fait bosser?
À part LinkedIn, on peut pas me trouver vraiment ailleurs pour le moment parce que je suis pas tellement réseaux sociaux et que déjà sur LinkedIn, j'y suis pas très beaucoup en ce moment parce que je travaille à côté sur la voie. Mais voilà, s'il fallait que j'ai en plus un Facebook ou un Instagram ou autre, Pareil pour moi. j'aurais plus de tête. Oui, voilà. Donc, Donc voilà, LinkedIn, donc mes coordonnées sont sur LinkedIn, en tout cas sur mon compte Nadège Saint-Aimé. Saint-Aimé, c'est un nom qui reste, c'est un nom prédisposé. qui me représente bien, donc si ça vous parle et si ma voix vous plaît, et si vous avez envie d'essayer de me donner ma chance, je suis pas parfaite, je pense pas qu'il y ait de perfection, mais en tout cas, je, je fais de mon mieux et je suis toujours prête à essayer quelque chose et en tout cas et à suivre les directives. En tout cas, quelque chose qu'on m'a donné, enfin, plusieurs personnes ont pu me dire, c'est que je comprenais rapidement les choses. Donc, je pense que c'est déjà une bonne chose. De comprendre rapidement, c'est que voilà, c'est une gain de temps. Peut-être que je. C'est très important. Mm. Là, c'est le metteur en scène qui parle. C'est très important d'avoir des comédiens qui sont de bonne composition au niveau de l'humeur, qui comprennent vite ce qu'on leur dit et qui ne prennent rien pour eux et qui sont capables de faire, tu sais, comme les ardoises magiques pour les gamins. Ouais. Frotte, 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 on efface, on fait On autre chose. recommence. C'est un plaisir, ça va vite, c'est fluide, on se sent bien. Parce qu'on se sent bien, des idées et des énergies positives viennent, on a des idées qu'on n'aurait pas eues, on trouve des choses, des lignes de dialogue, des émotions, des voix, des rires qu'on n'aurait pas eues, et à la fin des fois sort une pépite. Donc c'est pas un détail et c'est pas un bonus comme façon d'être. C'est une vraie qualité professionnelle et même ne pas avoir ce genre de personnalité pour moi, est j'allais dire, une faute professionnelle. C'est un peu méchant parce qu'on choisit pas forcément, mais si constitutivement on est comme ça, aussi brutal que ça paraisse, je le dis comme je le pense, c'est qu'on n'est pas fait pour le métier. On est fait pour un autre métier, peut-être proche de celui-là, mais on souffrira dans ce métier Mm. parce que ça implique ça. Il faut vraiment vouloir se mettre au service et vouloir être une pâte à modeler sans pour autant se parjurer et être une serpillière, évidemment. Hein, le dosage en toute chose. Mais c'est très très important de ne pas être rigide. Et donc, tu auras convaincu, je pense, tous ceux qui auront passé cette heure et quelques avec toi, que tu as tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien. Donc, vous savez qui appeler. Nadège, merci pour Merci ton temps. beaucoup, Alexandre. Bah, de rien. Ça a été un plaisir. Et donc, tu ne seras pas tout à fait la dernière invitée. Je pense que tu seras l'avant-dernière ou l'antépénultième, mais c'est effectivement la fin. Donc, ça me fait aussi plaisir de clôturer au moment de la rentrée scolaire, puisque ce sera à peu près en mi-septembre 2025, deuxième quinzaine Ouais. septembre, je pense. Et donc, ça termine sur de bonnes notes et sur de bons invités. Donc, j'en suis très content. C'est le Je- retour de l'école. c'est le retour de l'école. C'était l'émission Ça on voit du jour avec la voix off dont vous entendrez parler, j'en suis sûr, Nadège Saint-Aimé qui nous a fait la gentillesse et le plaisir de sa compagnie. Salut à tous, Merci. merci, à la prochaine. Ciao.